Bonjour Luc et bonjour Greg. Nous sommes ensemble ici au cœur de la mer de glace, dans le massif du Mont Blanc à Chamonix, pour souhaiter tout d'abord bonne chance à Benjamin Dutreux pour son Vendée Globe 2020 et aussi pour partager avec Benjamin des éclairages finalement sur les enjeux qui relient la montagne, les glaciers, la terre et les océans. Alors Luc, ici, ce glacier emblématique de la mer de glace subit de plein fouet depuis pas mal d'années les effets du changement climatique. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui en 2020 quels sont les principaux effets sur ces glaciers et ce glacier européen? Alors donc la mer de glace, comme tous les glaciers des Alpes et du Mont Blanc en particulier, donc en effet se réduisent. Ce glacier se réduit de manière exponentielle presque, parce que comme il perd de la masse, il ralentit en vitesse. Donc il y a de moins en moins de glace qui arrive, ce qui fait que là chaque été on mesure entre 8 et 10 mètres de glace qui fond. Donc le glacier perd 10 mètres d'épaisseur, se raccourcit en longueur. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement ça va très très vite, parce que voilà, changement climatique, réchauffement climatique, on amplifie un effet de serre naturel. Donc on garde un peu plus l'énergie reçue du soleil, l'effet de serre augmente, et il y a des éléments comme la neige, la glace qui réagissent tout de suite. Ce qui fait que ces éléments-là nous apportent beaucoup d'informations sur ce côté effet de serre, ce côté invisible des températures, de l'énergie, de l'effet de serre. Et en fait, on voit que ça nous parle, quoi. La nature nous parle. Ils se réduisent, ils subissent ce réchauffement. Et si on a pris 1 degré sur Terre en un siècle, pour résumer, on a pris 1,5 degré dans les Alpes, on a pris 2,5 degrés dans le massif du Mont Blanc, parce qu'il y a de moins en moins de blanc, de moins en moins de neige, de moins en moins de glace, de plus en plus de gris, de sombre et de rochers qui absorbent l'énergie à la place du blanc qui rejette l'énergie. Donc aujourd'hui les températures finalement sont plus élevées, en tout cas l'élévation de température est bien plus importante en altitude. Oui, et surtout cet effet albédo de la neige et de la glace qui disparaît, et donc à la place on a des couleurs sombres qui absorbent l'énergie. Le permafrost est touché, donc ici il y a beaucoup de gens qui utilisent les montagnes, les communautés d'alpinisme, de guides, de remontées mécaniques à droite à gauche, de stations de ski, et donc il y a beaucoup d'impact. Et aussi des nouveaux risques que nous on essaye de simuler, d'anticiper pour les populations. Et comme les glaciers se réduisent, eh bien, il va y avoir de moins en moins d'eau, puisque le glacier c'est la source des rivières. Alors justement, Greg, ce cycle de l'eau que toi tu connais parfaitement ensuite, les rivières, les fleuves, les mers et les océans finalement qui sont dans la continuité de ces glaciers, ici en Europe mais dans le monde entier finalement, comment ces impacts vont se répercuter sur la suite du cycle de l'eau? En fait ici on est à la base du cycle de l'eau, et je dirais qu'ici commence l'océan. Justement, il faut savoir que les territoires de montagne, selon l'ONU, approvisionnent en eau douce 70 à 80% des vallées. Donc c'est un apport qui est considérable et qui tient justement en bonne partie au rôle des glaciers. Et c'est là où l'eau est un cycle. À partir du moment où on va avoir une action à un endroit, on va avoir une réaction à une autre. Donc le glacier, il a ce rôle de stocker en hiver beaucoup de neige et de fabriquer de la glace, et de restituer lentement en été, et de restituer des grosses quantités d'eau qui sont très froides. Par contre, à l'inverse, si on perd ce stockage, on va avoir beaucoup moins de restitution d'eau en été, donc des diminutions des débits dans les rivières. Et ce qui est aussi important, c'est que ça va être un réchauffement des masses d'eau dès le début du cycle de l'eau. Donc des espèces comme la truite qui sont inféodées à certaines plages de température vont voir leur aire de répartition drastiquement réduite. Et donc ça a des conséquences qu'on s'imagine pas encore. Et c'est vrai que moi, par rapport aux prévisions qu'on a du GIEC, on peut avoir quelques inquiétudes, parce qu'il y a des modèles qui commencent à sortir justement sur ces prévisions entre eau et montagne, ou justement sur des bassins comme le Rhône, qui est typiquement glaciaire, on pourrait voir des réductions de débit en été qui sont de l'ordre de 40 à 50% en amont du Léman, et qui sont du même ordre d'idée à Lyon. Donc ce qui fait que pour nous, usagers de l'eau, ça va provoquer un grand chamboulement, sachant qu'à l'heure actuelle, quelque chose qui est paradoxal, comme nous le disait Luc, les glaciers ces dernières années n'ont jamais fondu autant.
Donc en fait, on a un excédent d'eau estivale et pourtant on a déjà des conflits d'usage. Donc avec une réduction de ces débits, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, qu'on anticipe et qu'on sache vraiment s'adapter à ces changements pour ne pas être nous-mêmes pénalisés. Donc si on comprend bien, à terme moins d'eau finalement qui arrive dans les bassins versants et une eau qui en plus sera plus chaude dès le départ, Voilà. avec des impacts à tous les niveaux ensuite sur la biodiversité. Mais Luc, ici on est dans les Alpes, par exemple, dans les Pyrénées, comment ça se passe sur ce massif-là, au niveau des glaciers, des bassins versants, où est-ce qu'on en est? Dans les Pyrénées, c'est le même constat. En fait, les glaciers se réduisent et comme les glaciers sont plus petits, on est déjà plus bas en latitude et bon, le climat est différent. On est un peu plus du climat atlantique, océanique. Donc les glaciers sont plus petits, ils font entre 500 mètres, 1 km de longueur. Ils se réduisent et donc il y a plein de petits glaciers qui disparaissent. Dans 20-30 ans, il n'y a plus de glaciers dans les Pyrénées, d'après mon collègue glaciologue qui les étudie aussi, qui les mesure. Et donc le cycle de l'eau dont parlait Greg, voilà, si le glacier disparaît, il n'y a plus la rivière. Et comme on avait posé des villages à côté des rivières pour se servir de la force de l'eau et de l'eau aussi, donc à boire, puisque bon, c'est pas forcément l'eau des glaciers qui est potable directement, mais l'eau des glaciers alimente les nappes phréatiques qui ensuite, c'est le cycle de l'eau donc normal, qui ensuite cette eau est repompée pour l'eau potable. Donc les glaciers diminuent dans les Pyrénées et ça pose beaucoup de problèmes dans le monde d'ailleurs, en Asie centrale, en Amérique du Sud, il y a plein de glaciers qui disparaissent. Et donc le souci d'eau devient quelque chose de vital, de mondial donc surtout c'est surtout la conséquence du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre en particulier. C'est pas complètement artificiel aujourd'hui, il y a encore une part naturelle dans le réchauffement, mais notre part augmente et ça s'accélère, quoi. Et donc voilà, il y a plein d'endroits dans le monde où les glaciers disparaissent, notamment dans les Pyrénées. Et même si parfois il y a des hivers bien enneigés, Ça ne suffit pas. voilà, ça ne suffit pas pour compenser la perte par la fonte. Cette année, il y a eu pas mal de neige dans les Pyrénées, mais comme on a eu une canicule aussi, ça disparaît très vite. La neige disparaît très vite. Alors, fort de ces constats, notre objectif c'est de partager des solutions. Greg, pour toi, quelles seraient finalement nos priorités d'action pour atténuer au maximum ces changements? Quelles seraient nos priorités d'action pour toi? L'eau, elle est un petit peu à notre image, donc c'est quelque chose qui est complexe parce que ça va intégrer toutes nos problématiques, que ce soit nos rejets, que ce soit notre assainissement, que ce soit nos modes de consommation. Donc en priorité, je dirais que le plus gros bras de levier, c'est déjà sur nos modes de consommation et de production. On doit faire attention à avoir une empreinte moindre. Et après, je pense que c'est aussi sur nos bilans, parce qu'on nous parle beaucoup du bilan carbone, mais on a aussi un bilan H2O, on a un bilan eau qu'on doit étudier, on a un bilan sur la biodiversité. Et je pense que c'est en réfléchissant chacun sur ces parties-là qu'on peut faire ensemble évoluer les choses de manière concrète. Il n'y a pas de petits efforts quand on est 7 milliards à les faire. Luc, pour toi, est-ce qu'il y aurait des priorités d'action, même pour toi, qui te tiennent à cœur toi dans ton quotidien? Oui, dans mon quotidien. Alors moi, je suis comme tout le monde, j'ai une voiture, j'utilise l'eau, on a tous besoin d'eau pour vivre et en fait, on essaye tous de gaspiller le moins possible. Moi, je sais quand je conduis, j'essaye de consommer le moins possible. Je me fais un petit record à chaque jour, chaque semaine. Mais en fait, aujourd'hui, comme le disait bien Greg tout à l'heure, dans la nature, il n'y a pas de perte d'énergie. Quand on agit quelque part, il y a forcément une réaction quelque part. Donc, on appuie sur une porte, elle va s'ouvrir, il y a toujours une réaction, rien ne se perd. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que chaque action, que tout est lié sur Terre. Et que quand on a une action quelque part, par exemple, on modifie les compositions de l'atmosphère, donc on garde de plus en plus d'énergie du soleil, l'effet de serre augmente, et on se rend compte aujourd'hui que la banquise au pôle Nord diminue chaque été un peu plus, donc le drap blanc, le fameux drap blanc qui disparaît, à la place c'est un océan sombre qui absorbe l'énergie, ça fait le tour du Groenland, les glaciers du Groenland s'accélèrent parce qu'ils arrivent dans une mer plus chaude, donc voilà, le réchauffement de l'eau.
et aussi des océans, mais aussi des rivières, comme tu disais tout à l'heure. Et donc finalement on se rend compte que le niveau de la mer augmente parce que les glaciers s'accélèrent, parce que donc, les océans se réchauffent, parce que la banquise diminue au pôle Nord, parce qu'on modifie les compositions de l'atmosphère. Donc on se rend compte que tout est lié, quoi. Et comme moi je travaille au Groenland sur un glacier qui a perdu 3 km, qui s'est accéléré de 5 mètres par jour à 15 mètres par jour en 15 ans, là on se rend compte que finalement ce qu'on fait en France, dans notre petit village, là ça réagit sur le Groenland. Et en fait on n'a pas l'impression, on ne prend pas conscience que nous on est rien du tout, une petite goutte d'eau, mais que l'océan est fait de gouttes d'eau. Et ça me rappelle une phrase de notre fameux écrivain Victor Hugo qui disait dans une avalanche, quel est le cristal de neige qui se sent responsable en fait. Dans une avalanche meurtrière par exemple. Et là en fait nous on est des cristaux de neige et on influence, voilà, on est la seule espèce à influencer le climat, enfin bon, de manière un peu amplifiée. Et donc voilà, donc si on agit tous, comme on le disait là juste avant, si on agit tous, voilà, on peut avoir une action positive. Et puisqu'aujourd'hui on agit tous et on réchauffe les océans, on accélère les glaciers du Groenland, on fait monter le niveau de la mer. Et si on agit tous à l'inverse de manière positive, là, on peut inverser le mécanisme. Ça ne va pas se faire dans 15 jours, mais voilà, donc à nous d'emmener aussi avec nous toutes les communautés et les politiques, et comme on essaye de le faire quand le président est venu là au mois de mars dernier par exemple, on a essayé de pousser sur l'énergie propre, la croissance oui, mais de ce qui est propre pour l'eau, pour l'air, pour tout, mais l'eau c'est vital. Et c'est là aussi que la sensibilisation, la pédagogie et la formation ont un rôle qui est essentiel, surtout sur les enfants, parce que c'est en comprenant mieux ces systèmes et le système dans lequel on vit qu'on est le mieux à même de le protéger. C'est aussi pour ça qu'on souhaiterait que l'écologie devienne une matière première à l'école, pour que les enfants soient un peu plus responsabilisés face à ces problèmes-là et un petit peu plus pleine conscience de ce qui est en train de se passer et des leviers d'action qu'ils peuvent avoir derrière. Alors finalement, dans ces énergies, ces solutions positives qui peuvent devenir exponentielles, on a la chance d'avoir par exemple Benjamin, un navigateur engagé qui va prendre le départ du Vendée Globe dans quelques heures. Alors Benjamin, depuis les montagnes de Chamonix, on te souhaite bon vent et un magnifique tour du monde. Je laisse le mot de la fin à Luc dans ce paysage sublime de Chamonix. Bon vent à toi, et aussi emmène cette eau sous forme solide, la neige, la glace, ce cycle de l'eau, et fais-nous rêver aussi, parce qu'il y a aussi un côté esthétique à pas oublier dans toute cette belle planète et ces beaux océans. Et je suis sûr qu'on va changer les choses aussi grâce à toi.